Dans ce chapitre, on va voir les fameuses méthodes à noyau qui permettent de faire de la classification et de la régression de façon non linéaire. Donc, depuis le début du cours, on a vu plusieurs modèles de classification et de régression qui étaient basés sur des modèles linéaires. Et on avait mentionné au passage que ça, c'était uniquement valable lorsque, en régression, les données étaient tous alignées, ou en classification, quand les données étaient linéairement séparables. Quand c'est pas le cas, on a un problème. Les modèles linéaires ne peuvent pas fonctionner. Par contre, au chapitre sur la régression, on avait mentionné qu'on pouvait utiliser des fonctions de base qui permettaient de projeter les données vers un espace dimensionnel plus grand. Et dans cet espace dimensionnel plus grand, on pouvait utiliser des méthodes de régression linéaire. Or, il apparaît qu'on peut faire la même chose en classification. Donc, voici un rappel sur la régression. Donc, voici un exemple ici en 1D où chaque donnée de l'ensemble d'entraînement, ici, chaque donnée dans mon ensemble d'entraînement, là, c'est pas un vecteur, c'est X. XI dans l'ensemble d'entraînement, c'est un réel. Donc, c'est un point en X ici. Et dans l'axe ici des Y, donc ça ici, c'est l'axe des X. Et ça, c'est l'axe des cibles T associées. Donc, si on prend ici une fonction de base polynomiale qui consiste à prendre, dans l'exemple spécifique ici, on n'a pas besoin de mettre de vecteur parce que X, c'est un réel. Donc, la fonction de base va prendre X et va le projeter vers un espace polynomial plus grand avec un hyperparamètre m égale à 2, m. Quand m égale à 2, je me retrouve dans un cas linéaire. Donc, dans ce cas linéaire-là, le modèle va finir par souffrir de sous-apprentissage, c'est-à-dire que l'erreur d'entraînement ainsi que l'erreur de test vont être très élevées. Par contre, quand je prends un m qui est plus grand, comme ça ici, par exemple, m égale à 3, ça veut dire que j'ai projeté vers un espace cubique. M égale à 4. En prenant m égale à 4, je projette mes données vers un espace cubique. Et j'ai mis 4 au lieu de 3 parce que j'ai inclus le billet ici. Okay, donc le billet, c'est la première dimension. Alors là, je me retrouve dans un cas de figure où la solution est très proche du modèle initial. Donc, on a un résultat qui semble être optimal. Par contre, si on prend une valeur de m qui est plus grande ici, on commence à avoir du surapprentissage. Et quand m devient très grand, on a un très fort surapprentissage. Et si on avait pris un m encore plus grand, on aurait eu probablement une solution qui serait capable de passer par tous les points de l'ensemble d'entraînement, ce qui m'aurait donné une erreur d'entraînement nulle. Par contre, j'aurais eu une erreur de généralisation très élevée, ce qui est un signe évident de surapprentissage. Donc, on peut faire la même chose en classification. Il s'agit juste de trouver les bonnes fonctions de base pour le faire. Donc ici, j'ai pris un exemple issu du livre de Bishop où on utilise deux fonctions de base qu'on appelle les fonctions RBF, Radial Basis Function, qui sont des fonctions qui ressemblent à des gaussiennes, sans le terme de régularisation. Donc, si je voulais absolument que ça soit des gaussiennes, il faudrait que je rajoute un terme de régularisation 1 sur lambda 1, 1 sur lambda 2 ici. Or, dans le cas ici qui m'intéresse, c'est pas tellement une probabilité que je vais avoir, c'est plus une fonction qui va me permettre de projeter mes données vers un autre espace dimensionnel. Donc, le fait que l'intégrale de cette fonction-là ne soit pas égale à 1, ce qui serait le cas d'une gaussienne ou d'une densité de probabilité, ici, c'est pas véritablement d'intérêt, donc on s'en fout un peu. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Donc, je vais prendre chacun des points en 2D chacun des points 2D, donc chaque point possède une coordonnée x1 et x2, et je vais prendre ce point-là ici et je vais le donner à manger à phi1 de x et phi2 de x. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Alors, phi1 de x, c'est quoi? C'est l'exponentielle de moins la distance de Mahalanobis. Donc, par exemple, si je prenais un point qui était ici, un point bleu qui est là, et que je le donne à la fonction phi1, donc, ce point-là est proche de la moyenne mu1. Donc, sa distance, la position de ce point-là moins la mu1, qui est l'opération qu'on voit ici, au carré, ça va me donner une valeur qui est très faible. Or, E exposant quelque chose qui est faible, ça va tendre vers 1. Donc, phi 1 de x pour les points qui sont dans cette région-là ici, ça va me donner des valeurs qui sont assez élevées. Donc, on va dire à peu près proche de 1. Par contre, les points qui sont ici, eux sont beaucoup plus loin. Okay? Donc, sont
loin de la moyenne mu1. Donc, un point ici, si je prends sa coordonnée et que je la soustrais à la moyenne mu1 et que je prends la distance ici au carré, ça va me faire E à la moins une grosse valeur. Ben, E à la moins une valeur très élevée, ça va me donner ici quelque chose qui tend vers 0. Bon, pour les points rouges qui sont comme entre les deux, ben, on va obtenir quoi? On va avoir phi 1 de x qui va être en gros plus grand que 0, mais plus petit que 1, on va dire. Okay? Donc, c'est pas 1, c'est pas 0, c'est en quelque part entre les deux. Pour phi 2 de x, bon là c'est le contraire. Donc phi 2 de x ici, phi 2 de x, pour tous les points rouges dans le milieu, ben, tous les points rouges sont proches de la moyenne ici. Donc phi 2 de x devrait donner une valeur qui est proche de 1. Par contre ici, phi 2 de x devait être relativement faible. Même chose pour ça ici. Phi 2 de x, ça devrait me donner une valeur qui est relativement faible ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris chacun des points qui est là, et pour chaque point, je l'ai donné à manger à phi 1 de x et phi 2 de x. Ça veut dire que je les ai projetés vers un nouvel espace dimensionnel en 2D. Et ça me donne quelque chose comme ça ici. Donc, chaque point ici a maintenant une coordonnée phi 1, phi 2. On voit que tous les points rouges ici, selon l'axe phi 2, ont une valeur proche de 1, comme on peut voir ici. Et sur l'axe phi 1, ont une valeur en gros entre 0 et 1. Donc, ce qu'on peut effectivement voir, là, ça va de 0 à environ 0,6. Les points en bas à gauche ont une coordonnée phi 1 de x qui est quasiment égale à 1. Donc, c'est les points ici en bas à gauche ont été projetés là. Et les points en haut à droite ont été projetés ici. Donc, ils ont une valeur de phi 1 et de phi 2 qui sont faibles. Et là, on peut voir que dans notre espace, si phi 1, alors que dans l'espace originel x1, x2, les données sont pas linéairement séparables, dans l'espace phi 1, phi 2, là, ils sont linéairement séparables. Donc, je pourrais utiliser un perceptron, par exemple, pour séparer ces points-là ici, et j'obtiendrai une erreur de classification qui est nulle. Évidemment, la plupart du temps, on projette les données vers un espace dimensionnel plus grand. Là, je les ai projetées vers un espace dimensionnel qui était le même. La plupart du temps, c'est un espace dimensionnel plus grand. Et si dans l'espace dimensionnel plus grand, les données s'adonnent à suivre une distribution gaussienne, donc les données associées à chacune des classes, ben je pourrais aussi utiliser d'autres méthodes de classification linéaire, comme le discriminant de Fisher, par exemple. Donc, je vous rappelle que quand on fait de la régression, ce qu'on a vu au chapitre précédent, c'était que le but du jeu, c'était de trouver les paramètres W d'un modèle, et les meilleurs paramètres W étaient ceux qui minimisaient la fonction de coût que voici. Donc, on a une première fonction qui nous calcule l'erreur quadratique. Donc, ça, c'est la sortie de mon modèle, que je vais comparer avec la cible du modèle. Puis normalement, si mon modèle est bon, ben mon modèle devrait me donner une valeur qui est la plus proche possible de la cible. Donc, ce terme-là devrait être minimum, plus un terme de régularisation ici. Juste mentionner que, je vous rappelle, ça ici, c'est un vecteur dans un espace M plus 1. Bon, pourquoi M plus 1? Parce que j'ai inclus le billet ici là-dedans. Phi de x, c'est aussi un vecteur dans l'espace M plus 1, comme on peut voir ici. Donc, phi possède plusieurs fonctions de base. Il y en a m fonctions de base, avec un 1 pour le biais. Or, le produit scalaire entre deux vecteurs ici, ça me donne un réel. Okay, donc, j'ai converti ce produit scalaire-là, me permet de convertir deux vecteurs en un réel. Ça, c'est un réel. Et un réel moins un réel, ben, ça me donne tout ça ici, au carré, ça me donne un réel. Même chose ici, W, c'est un vecteur en m dimension plus 1. Ben, W transpose fois W, le produit scalaire entre W lui-même, ça me donne ici un réel. Ça, évidemment, c'est un réel, c'est un hyperparamètre. Donc, à la fin, j'ai un réel plus un réel fois un réel. Donc, à la fin, le résultat de tout ça, c'est un réel. OK, pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est pour vous illustrer ce qui s'en vient. Donc, ironiquement, les méthodes à noyau, avant d'y aller avec les mathématiques, les méthodes à noyau ont un formalisme mathématique relativement peu intuitif. Par contre, c'est
peut-être la consolation, c'est que les solutions, les algorithmes à la fin sont relativement simples. Vous allez vous en rendre compte au TP3. Mais le formalisme mathématique est un peu difficile, alors on va y aller lentement pour essayer de bien comprendre et décortiquer qu'est-ce qui se passe. Donc, je vous rappelle que ça, c'est la fonction qu'on cherche à minimiser. Et cette fonction-là ici, ça, là, c'est ce qu'on a appelé depuis le début du cours la perte ou ED de W. Donc, c'est la perte D sur l'ensemble d'entraînement. Puis, on cherche à mesurer quelle est la perte pour un certain modèle dont les paramètres, c'est W. Et là, ce qu'on va faire, on va calculer, c'est ça qu'on a fait depuis le début du cours, on va calculer le gradient de cette perte-là ici par rapport à W et on va forcer la valeur ici à 0. Donc si je fais ça, si je prends cette fonction-là ici, je calcule le gradient par rapport à W, c'est à peu près 3-4 lignes de calcul, mais je calcule le gradient par rapport à W, donc le 2 ici va venir ici devant, il y a un 2 qui va apparaître ici à droite, etc., et qu'on force à 0, on peut réaliser assez rapidement, et sans trop forcer, que si j'isole mon W, j'obtiens la formulation que voici. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette formulation-là? Ben, elle nous dit que j'ai ça ici, qui est la même chose que ce que j'avais dans la parenthèse en haut, et qui est un réel. Un réel qui dépend de la donnée n de l'ensemble d'entraînement. Et ça aussi, c'est un réel. Ça, là, ça c'est un réel. Donc, voilà. Alors, ce que je peux toujours faire, c'est prendre le terme qui est ici, puis le rentrer dans la sommation. Donc, je vais effacer ça ici. Je vais le rentrer dans la sommation. Donc, je vais enlever ça ici, puis je vais mettre moins 1 sur lambda. Il n'y a aucune perte de généralité à faire ça. Et tout ça ici devient un réel. OK? Donc, je me retrouve avec un réel fois un vecteur phi. Donc, ça ici, c'est un vecteur à m plus une dimension, comme on a mentionné à la page précédente. D'où ma représentation que voici. C'est une somme de n égale à 1 jusqu'à grand N d'un coefficient qui est un réel, ça c'est un réel, fois un vecteur en m plus une dimension. Puis mon coefficient ici, je l'ai appelé AN, N parce que c'est la valeur qui est ici dépend de la donnée N, de la Nème donnée dans mon ensemble d'entraînement, ainsi que de sa cible. Et de façon plus compacte, on peut la représenter comme ça ici. Donc, c'est un système matrice vecteur. Donc, phi transpose, c'est quoi? Donc, phi transpose, c'est une matrice qui contient quoi? Qui contient des colonnes. Et dans chaque colonne, on a phi de x1, phi de x2, phi de xn, grand N ici. Donc, ça veut dire qu'on a ici m plus une... Non, désolé, je vais réécrire ça ici pour que ça soit plus clair. On a m plus une ligne par grand N colonne. Le grand N, c'est le nombre total de données dans l'ensemble d'entraînement. Et M plus 1, c'est le nombre total de dimensions dans laquelle j'ai projeté mes données. Plus 1, c'est le biais. Et puis A, c'est quoi? Oups, pardon. Le vecteur A, c'est égal à A1, A2, AN. Et donc, ça ici, phi transpose, c'est une matrice de taille M plus 1 par grand N. Puis ça, c'est un vecteur N par 1. Ça veut dire que le résultat ici, le résultat W, c'est un vecteur en dimension, un réel en... Je manque de place, mais
Le vecteur résultant W, que je vais écrire ici, c'est un réel en M plus une dimension. OK, donc ça fonctionne. Alors, ce qu'il faut comprendre de ce qu'on vient de faire à la page précédente, c'est que la solution W, OK, donc le meilleur W, le meilleur modèle, celui qui va minimiser la fonction de coût que voici, c'est ni plus ni moins, ces paramètres sont ni plus ni moins une somme pondérée des données en entrée. Okay? Donc, c'est littéralement ça, c'est une somme pondérée des données en entrée. Puis la pondération, c'est donné par AN, tel qu'on l'a donné à la page précédente. Donc, évidemment, au départ, quand on me donne des données d'entraînement, le vecteur W n'est pas connu encore. D'ailleurs, c'est l'objectif de l'algorithme d'entraînement, c'est de retrouver le bon vecteur W. Ça, c'est pas connu. Par contre, la matrice phi, ça c'est connu. Ça, c'est les données de l'ensemble d'entraînement que j'ai projeté vers un nouvel espace dimensionnel. Et les coefficients A sont inconnus aussi. Donc, on a une partie qui est connue, une partie qui est inconnue. L'idée des méthodes à noyau, c'est que au lieu d'optimiser par rapport à W, comme on l'a fait depuis le début du cours, on va optimiser par rapport au vecteur A. Donc, l'inconnu, ça sera plus W. En fait, on va arriver avec une formulation où W n'existera plus. C'est que tout ce qu'on va avoir, c'est un coefficient qui est A. Donc, en fait, si on part de cette formulation-là ici, qui est ma fonction de coût que j'ai depuis le début, donc ça ici, on l'appelait ED de W, pour être en phase avec la notation de Bishop. J'ai écrit ça ici, de J de W, mais j'aurais pu appeler ça ED de W. Là, c'est juste un changement de nom de variable. Si on remplace les W de cette équation-là ici par phi transpose fois A. Okay, donc ça, c'est ce qu'on a vu précédemment. Là, si je reviens en arrière, si je remplace tous les W ici par phi transpose fois A, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que j'ai une nouvelle formulation qui peut se représenter comme ça ici, où j'ai des A et des phi, des matrices phi qui apparaissent un peu partout. Et là, j'ai plus aucun W, parce que les W ont été remplacés par phi fois A. Donc, les phi, c'est connu, comme je disais. Les A, c'est inconnu. T, c'est connu. C'est un vecteur qui possède toutes les cibles de mes données d'entraînement. Donc, j'ai ma fonction de ma fonction de perte dépend maintenant du vecteur A et non plus du vecteur W. Et pour prouver ça ici, ça va devoir être fait en devoir, la relation entre les deux. C'est pas très compliqué. Il faut juste être capable de tout ramener sous la forme de matrice et de vecteur. Et ça ici, cette représentation-là ici, c'est ce qu'on va appeler une représentation duale. Ça, souvent, on va appeler ça la représentation primale. Et ça, c'est la représentation duale. Donc, autre chose, on peut voir, si je reviens en arrière, dans cette représentation duale-là, il y a plusieurs paires phi fois phi transpose, phi fois phi transpose, phi fois phi transpose et phi fois phi transpose. Il y en a 4 de ces paires-là. Ben, phi fois phi transpose, c'est quoi? Ça, c'est phi, c'est une matrice. Alors, phi, c'est une matrice de taille n par m plus 1. Puis phi transpose, c'est le contraire. C'est une matrice de taille m plus 1 par n. Ça veut donc dire que multiplier phi fois phi transpose, ça me donne une matrice de taille n par n. N, c'est le nombre total de données d'entraînement. Et cette matrice-là ici, résultante, phi fois phi transpose, ça porte un nom. C'est ce qu'on appelle, c'est la matrice qu'on va appeler K ici, qui est la matrice de Gram. C'est une matrice très connue dès qu'on commence à jouer avec les méthodes à noyau. Donc, cette matrice de Gram-là ici, c'est une matrice qui est que la taille du nombre de données dans l'ensemble d'entraînement. Donc, c'est une matrice de taille n par n. Donc, ici, je vais le réécrire ici. C'est une matrice de taille n par n. Et cette matrice-là ici, si je la représente schématiquement ici comme ça, si K, c'est égal à ça ici, ben, la nème ligne, la nème colonne puis la mième ligne, je vais avoir une entrée KNM. Puis KNM, cette entrée-là ici, c'est ni plus ni moins
la valeur, ben, KNM, c'est quoi? On a juste à représenter ces matrices-là ici au complet pour s'en rendre compte, mais en fait, c'est la valeur de phi de xn produit scalaire avec phi de xm. Donc, c'est un produit scalaire entre deux vecteurs phi. Donc, ça ici, désolé, là, mais ce sont deux vecteurs qu'on multiplie ensemble. Et ça, c'est ce qu'on appelle le fameux noyau. Okay? Donc, la matrice de Gram, c'est une matrice qui contient n carré noyau. Valeur de noyau, on pourrait dire. Donc, ma fonction de perte que j'avais ici, qui était la représentation duale, maintenant, je peux la représenter de façon un petit peu plus simple en remplaçant chaque paire de phi transpose par une matrice K. Ce que j'ai fait ici en bas. Donc, une petite illustration chiffrée. Donc, imaginez que je reviens avec mon exemple que j'avais tout à l'heure et que je veux représenter, j'ai mon vecteur phi ici qui possède deux dimensions, phi 1 et phi 2. Ben, si, mettons, j'ai un point ici, le mième point dans l'espace dans l'espace projeté de dans mon nouvel espace, qui a la position 0.55 et 0.64 et qu'on a un mième point qui, dans l'espace de ma fonction de base, a la position 0.81 et 0.27, ben, ma matrice ici, K, encore là, ça c'est une matrice qui fait le nombre total de données par le nombre total de données. L'entrée NM de cette matrice-là ici va contenir quoi? Ben, elle va contenir ni plus ni moins le produit scalaire entre le vecteur associé à la nème donnée, le vecteur associé à la mième donnée, qui se calcule comme ça ici. Donc, c'est le produit scalaire entre les deux, puis ça se calcule, puis ça me donne 0.628. Donc, ça, c'est ma représentation ici duale pour ma fonction de perte. Ben, le but du jeu, c'est de trouver le meilleur vecteur tel que les données vont être les mieux classifiées. Ben, le meilleur vecteur, je vais le trouver en faisant quoi? En calculant le gradient de J par rapport à... C'est le gradient par rapport à A qu'on va calculer, de JA, et on va forcer ça à 0. Et si on fait ça, on va voir que le meilleur A, c'est celui qui respecte l'équation que voici, et la preuve va vous être demandée en devoir. Donc, qu'est-ce que c'est ça ici? On a la matrice de Gram. Ça, c'est la matrice de Gram. Ça, c'est une matrice identité qui fait n par n. Donc, ça, c'est une matrice n par n aussi. Ça, c'est un réel. Donc, une matrice n par n plus un réel fois une matrice n par n, c'est une matrice n par n que je peux inverser. Donc, le fruit de ça ici, c'est une matrice qui fait n par n. Et t ici, c'est un vecteur qui fait n par 1. Le vecteur t ici, ça contient toutes les cibles des données dans l'ensemble d'entraînement. Donc, de t1 jusqu'à t grand n. Grand n, comme ça ici. Donc, voilà. Voilà. Donc, une fois que A est calculé, donc ça c'est bien parce que A, on peut le calculer en closed form. Donc ça c'est une solution, là, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est une solution de type closed form, comme on l'avait vu auparavant. Donc c'est pas une solution itérative comme une descente de gradient à la méthode du perceptron ou de la régression logistique. Là, c'est une solution qui est en closed form, c'est-à-dire que je suis capable de calculer une matrice et la solution revient ni plus ni moins à inverser cette matrice-là, à la multiplier par un vecteur. Donc, une fois que A est calculé, prédire une nouvelle donnée se fait comme suit. Donc, au début, je fais toujours une régression ou à la limite une classification qui est linéaire. Donc, c'est quoi? C'est toujours la même représentation. Là, c'est le produit scalaire entre un vecteur W et une représentation phi de x. Donc, x a été projeté vers un espace dimensionnel plus grand. Mais à la fin, c'est une méthode qui est linéaire. Hein, ça, c'est linéaire. Ça, c'est important à garder en tête. C'est un modèle qui est linéaire. Or, les W, j'avais dit que c'était A transpose fois phi.
Et puis, A transpose, le vecteur A ici est donné par la représentation qui est là. Ça, c'est à la page précédente. Et c'est A transpose. Donc, j'ai pris cette représentation-là transposée. Et phi, grand phi ici, que ça, c'est une matrice. Donc, ça, c'est une matrice qui fait... ça, c'est une matrice qui fait n par n. Ah non. Désolé. C'est une erreur. Ça ici, je reprends. Ça, c'est une matrice qui est... L'inversion ici, c'est une matrice n par n. Ça, c'est un vecteur qui fait n par 1. Et ça, c'est une matrice ici qui une matrice fois phi. Donc, j'ai une matrice ici fois un vecteur. Ben, la matrice fois le vecteur, on peut démontrer que ça me donne un nouveau vecteur. Et ce nouveau vecteur-là, ici, est représenté, comme vous pouvez le voir ici, à savoir que c'est la distance noyau, ou en fait la fonction noyau, entre chaque donnée de l'ensemble d'entraînement et mon vecteur x. Donc ça ici, c'est un vecteur à n dimensions. Et ça ici, le résultat d'une matrice n par n fois un vecteur n par 1, c'est aussi un vecteur à n dimensions. Donc un vecteur à n dimensions produit scalaire avec un autre vecteur à n dimensions, ben ça va me donner au final juste un réel. Puis ce réel-là, ben c'est la sortie de mon réseau, de mon modèle. Et je vous rappelle que chaque élément ici, ce sont des noyaux, et un noyau, par définition, c'est le produit scalaire entre deux fonctions de base. Donc, si je résume la méthode à noyau dual, c'est la chose suivante. Donc, l'entraînement consiste à prendre les données d'entraînement brut, mettre les n cibles, donc de T1 jusqu'à Tn, mettre ça dans un vecteur à n dimensions. Donc, ça, c'est un vecteur à n dimensions, grand N. Appliquer les fonctions de base à chaque donnée. Donc, chaque donnée, j'ai projette vers un nouvel espace dimensionnel qui est plus grand. Et là, je vais calculer ma matrice de grammes. Donc, c'est-à-dire que je vais regarder chaque paire de points ici dans l'espace reprojeté, puis je vais calculer le produit scalaire entre les deux. Ça va me donner, je vais mettre ça dans une matrice de grammes. Et ensuite, je vais prendre la matrice de grammes plus lambda fois la matrice identité. Ça me donne une nouvelle matrice que je vais inverser fois le vecteur t. Et ça va me donner un nouveau vecteur A qui, lui, ce vecteur A est un vecteur dans un espace à n dimensions. Et là, ensuite, quand je veux généraliser, c'est-à-dire faire la prédiction sur une nouvelle donnée, ben, tout ce que j'ai à faire, c'est que je prends ma nouvelle donnée ici, que je veux, donc, issue, par exemple, de l'ensemble de tests. Je vais prendre ma donnée, je vais la projeter vers le nouvel espace dimensionnel. Et là, je vais calculer la distance noyau entre phi de x et tous les données de l'ensemble d'entraînement, comme je fais ici. Donc, c'est les produits scalaires entre phi de x1 et phi de x2, phi de x, jusqu'à phi de xn, phi de x. Donc, ça va me donner ici k, qui est un vecteur en n dimensions. Donc, ça, c'est un vecteur en n dimensions. Et ce vecteur-là ici, je vais faire le produit scalaire avec a, puis ça va me donner la prédiction du modèle.